fais un petit résumé vite fait. Donc, Fahrenheit 451, d'un livre de Ray Bradbury, qui suit les aventures de Montag. Montag qui est un pompier. Mais les pompiers dans l'univers brûlant l'Elysée, oui. Dans l'univers de Fahrenheit 451, les pompiers ne sont pas les pompiers tels que dans notre monde, qui éteignent les incendies. Dans l'univers dystopique, c'est-à-dire dans une espèce de réalité parallèle de Fahrenheit 451, les pompiers brûlent en fait les livres, mais plutôt que de brûler directement les livres, en fait ils brûlent directement les maisons. Toutes les maisons sont inifugées, c'est-à-dire qu'elles résistent au feu, mais tout l'intérieur, les gens, le matos et les livres brûlent lorsque passent les pompiers. Au début de notre histoire, Montag est un pompier et donc un mec avec un lance-flamme, et il aime ça. Il est satisfait, il ne demande rien. Il se passe un élément perturbateur. Il rencontre une jeune femme du nom de Clarisse McClellan, et Clarisse, en fait, va lui poser un certain nombre de questions, va l'interroger, et va enclencher chez Montag un processus de remise en question de ce qu'il est. Il va commencer à se poser des questions. Les questions de Clarisse vont rentrer en lui. Des questions comme est-ce que vous aimez votre femme, qui va le complètement question presque banale, mais que déjà on ne pose pas en temps normal, et qui va complètement le perturber. La femme de Montag, parlons-en un peu. Donc apparemment c'est une femme type de cet univers-là. Tout ce qu'elle veut, c'est des télés. Les murs écrans, ce qu'ils appellent parce que c'est futuriste, mais c'est le futur du passé. Donc c'est pas les télé à écran plat, plasma, OLED d'aujourd'hui, c'est 4K. C'est des murs écrans avec des aventures personnalisées où on vous appelle, on vous cite votre nom. Et tout ce qu'elle veut, c'est passer du temps à regarder la télé. Elle est dépressive et elle fait une tentative de suicide. La première rencontre, c'est ça. Il rentre chez lui, elle a fait une tentative de suicide. Et ce qui fait partie aussi des choses qui vont lui faire se poser des questions. Et elle refuse d'en parler. Elle refuse de l'admettre. Donc Montag se pose des questions. Il voit Clarisse de plus en plus souvent. Et un beau jour, elle disparaît. Il ne la voit plus. Il commence à paniquer. Et en parallèle de ça, donc il la cherche, mais il ne la retrouve plus. Et en parallèle de ça, lors d'une intervention dans une maison, donc normalement, il n'y a personne dans les maisons. Eux ne font que les brûler. Sauf que là, la propriétaire de la maison reste et décide de se faire brûler avec ses livres. Elle refuse qu'on lui brûle ses livres. Elle fait une immolation par le feu. Ce qui va beaucoup marquer Montag. Ça ne devait pas se passer comme ça. Mais c'est ce qui se passe. En plus, il rentre chez lui, totalement perturbé, complètement désorienté, et sa femme lui dit, un peu à l'arrache, Clarisse, en fait tu cherchais Clarisse, oui, elle est morte. Elle a été renversée par une voiture. Donc il est au fond du trou, il entre en fait dans un processus de rébellion, il refuse ce monde-là, il refuse l'absurdité de ce monde, et c'est là qu'intervient son chef, Beatty, désolé, je sais pas comment le prononcer, Beatty, B-E-B-A-E-T-I-Y, Beatty, Beatty qui est un chien de garde. Un chien de garde de ce système-là, c'est quelqu'un qui à une époque, lui aussi s'est posé des questions, a appris à lire des livres, et a décidé de les refermer et d'empêcher les autres de les lire. Donc il sert un discours magnifique, complètement déprimant, mais extrêmement bien construit. Et Montag, qui est au début de ce processus de réflexion-là, qui n'a pas encore les outils dialectiques pour lui répondre, est complètement écrasé par l'intellectualité de son supérieur. Vraiment, il se fait marcher dessus. Il n'arrive pas à répliquer. Et son chef lui dit en fait, vous revenez ce soir à la caserne. Ce qui commençait à ne plus vouloir aller travailler. Donc il le remet en fait sur les rails. Beatty refuse. Et il décide d'aller voir un homme qu'il soupçonnait d'avoir des livres, dont il savait qu'il possédait des livres, mais qu'il a décidé de ne pas dénoncer à l'époque.
pour mieux comprendre ce qu'il y a dans les livres. En fait, même avec les livres à la maison, parce qu'il en cachait, pardon, j'ai oublié de dire ça, il cachait des livres à la maison. Il avait commencé à cacher des livres depuis des années, il avait déjà un doute. Euh, Même avec les livres, il n'a pas l'appareil intellectuel pour les comprendre, donc il veut aller voir un lettré, quelqu'un qui lisait. Et en fait, il y a un livre en particulier dans sa bibliothèque, enfin dans les livres qu'il a sauvegardés, c'est la Bible qu'il veut protéger. Donc il va voir, pardon, j'ai oublié le nom de ce monsieur, Faber. Faber. Désolé, je voulais réviser un peu avant, mais j'ai pas eu l'énergie. Il va voir Faber, qui commence à lui expliquer, qui commence en fait à lui contextualiser le monde dans lequel il vit, et avec notamment, par exemple, un monde où il y a beaucoup de matraquage publicitaire. Et c'est en ça aussi qu'il ressemble beaucoup au nôtre. Par exemple, si je vous dis euh, si Juva bien, Juvamine. Si Juva bien, c'est Juvamine. Et en fait, le monde de Montag est bourré de ce genre de conneries. C'est dentifrice dans âme, dentifrice dans âme, dentifrice dans âme. Merde, je l'avais aussi. C'est bourré de ce genre de conneries qui empêchent de penser, empêchent de laisser du temps libre pour pouvoir penser. Et c'est vraiment que du matraquage, du matraquage, du matraquage. Et ça ressemble pas mal au monde dans lequel on vit. Donc on en arrive, Montag est chez Faber. Hello, Loli Cortés. Salut Loli. Donc Montag est chez Faber, qui lui explique les règles de compréhension. Voilà. J'enchaîne à un moment où Faber est déjà en train de résumer ce qu'il a dit, d'accord? Bon. Fahrenheit 451, le tamis et le sable. Faber qui parle. Seulement, si le troisième élément nécessaire nous est donné, 1. Comme j'ai dit, la qualité de l'information. 2. Le loisir de l'assimiler. Et 3. Le droit d'accomplir des actions fondées sur ce que nous apprend l'interaction des deux autres éléments. Et je doute fort qu'un vieillard et un pompier aigri puissent faire grand-chose au point où en est la partie. Je peux trouver des livres, mais c'est risqué. C'est le bon côté de la mort. Quand on n'a rien à perdre, on est prêt à courir tous les risques. Là, vous venez de dire une chose intéressante, dit Faber en riant. Sans l'avoir lu nulle part. On trouve ça dans les livres. Ça m'est pourtant venu comme ça. À la bonne heure. Ce n'était calculé ni pour moi, ni pour personne, pas même pour vous. Montag se penche en avant. Cet après-midi, je me suis dit que si les livres avaient vraiment de la valeur, on pourrait peut-être dénicher une presse et en réimprimer quelques-uns. On vous et moi. Oh non, non, non. Faber se redresse sur son siège. Laissez-moi quand même vous expliquer mon plan. Si vous insistez pour me le faire connaître, je devrais vous demander de partir. Ça ne vous intéresse pas? Pas si vous vous mettez à tenir des propos qui risquent de me mener au bûcher. Je pourrais, à la rigueur, vous écouter dans l'éventualité, mais c'est la seule où l'appareil des pompiers serait lui-même détruit par le feu. Maintenant, si vous me proposez d'imprimer des livres et de nous débrouiller pour les cacher chez les pompiers de tout le pays, de façon à semer le doute et la suspicion chez ces incendiaires-là, je dis bravo. Introduire des livres, déclencher l'alarme et voir les maisons de pompiers brûler, c'est ça que vous voulez dire? Faber haussa les sourcils, regarda Montag comme s'il avait un autre homme devant lui. Je plaisantais. Si vous étiez convaincu de l'efficacité d'un tel plan, je serais bien obligé de vous croire. On ne peut rien garantir dans ce domaine. Après tout, quand nous avions à notre disposition tous les livres que nous voulions, nous nous sommes quand même acharnés à trouver la falaise la plus haute d'où nous précipiter. Mais le fait est que nous avons besoin de respirer, que nous avons besoin d'apprendre, et peut-être que dans un millier d'années, nous choisirons des falaises plus modestes pour nous jeter dans le vide. Les livres sont faits pour nous rappeler quels ânes, quels imbéciles nous sommes. Ils sont comme la garde prétorienne de César, murmurant dans le vacarme des défilés triomphants. Souviens-toi, César, que tu es mortel. La plupart d'entre nous ne peuvent pas courir en tous sens, parler aux uns et aux autres, connaître toutes les cités du monde.
Nous n'avons ni le temps, ni l'argent, ni tellement d'amis. Ce que vous recherchez, Montag, se trouve dans le monde. Mais le seul moyen pour l'homme de la rue d'en connaître 99%, ce sont les livres. Ne demandez pas de garantie. Et n'attendez pas le salut d'une seule source, individu, machine ou bibliothèque. Contribuez à votre propre sauvetage. Et si vous vous noyez, au moins mourrez en sachant que vous vous dirigiez vers le rivage. Faber se leva et se mit à arpenter la pièce. Alors, demanda Montag. Vous parlez sérieusement ? Absolument. C'est un plan astucieux, je dois dire. Faber jeta un coup d'œil anxieux vers la porte de sa chambre. Voir les casernes de pompiers brûlées dans tout le pays, détruites en tant que foyer de trahison, la salamandre se dévorant la queue. Grand Dieu! J'ai la liste de tous les pompiers avec leurs adresses. En travaillant dans la clandestinité, l'embêtant, c'est qu'on peut ne faire confiance à personne. En dehors de vous et moi, qui allumera le feu ? N'y a-t-il pas de professeurs comme vous, d'anciens écrivains, historiens et linguistes ? Morts ou trop âgés. Plus ils seront vieux, mieux ça vaudra. Ils passeront inaperçus. Vous en connaissez des douzaines, avouez-le. Oh, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui n'ont pas joué Pirandello, Shaw ou Shakespeare depuis des années, parce que leurs pièces sont trop en prise sur le monde. On pourrait mettre leur colère à contribution, comme on pourrait utiliser la rage légitime de ces historiens qui n'ont pas écrit une ligne depuis 40 ans. En vérité, on pourrait aller jusqu'à mettre sur pied des cours de réflexion et de lecture. Oui, mais ce ne serait que du grignotage à la petite semaine. La culture tout entière est touchée de mort. Il faudra en fondre le squelette et le refaçonner. Bon Dieu, ce n'est pas aussi simple que de reprendre un livre que l'on a posé un demi-siècle plus tôt. N'oubliez pas que les pompiers sont rarement nécessaires. Les gens ont d'eux-mêmes cessé de lire. Vous autres pompiers faites votre petit numéro de cirque de temps en temps, vous réduisez les maisons en fumée et le joli brasier attire les foules. Mais ce n'est là qu'un petit spectacle de foire, à peine nécessaire pour maintenir l'ordre. Il n'y a presque plus personne pour jouer les rebelles. Et parmi les rares qui restent, la plupart comme moi, cèdent facilement à la peur. Pouvez-vous danser plus vite que le clown blanc, crier plus fort que Monsieur Je t'embrouille et les familles des salons ? Si oui, vous gagnerez la partie, Montag. De toute façon, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les gens s'amusent. Ils se suicident. Ils tuent. Une escadrille de bombardiers en route vers l'est n'avait cessé de passer dans le ciel durant toute leur conversation. Mais ce ne fut qu'à cet instant précis que les deux hommes s'arrêtèrent de parler pour les écouter, ressentant jusque dans leurs entrailles le grondement des réacteurs. Patience, Montag. Laissez la guerre couper le sifflet aux familles. Aux familles. Notre civilisation est en train de voler aux éclats. Tenez-vous à l'écart de la centrifugeuse. Il faut que quelqu'un soit prêt quand elle explosera. Quoi ? Des hommes qui citeront Milton ? Qui diront « Je me souviens de Sophocle » ? Qui rappelleront aux survivants que l'homme a aussi ses bons côtés ? Ils ne feront que rassembler leurs pierres pour se lancer les uns aux autres. Rentrez chez vous, Montag. Allez vous coucher. Pourquoi perdre vos dernières heures à pédaler dans votre cage en niant être un écureuil ? Donc, ça ne vous intéresse plus. Ça m'intéresse tellement que j'en suis malade. Vous ne voulez pas m'aider ? Bonsoir, bonsoir. Les mains de Montag s'emparèrent de la Bible. Il s'en rendit compte et eut l'air surpris. Aimeriez-vous posséder ce livre ? Je donnerais mon bras droit pour l'avoir. Debout, Montag attendit la suite des événements. Ses mains d'elles-mêmes, tels deux individus travaillant de concert, commencèrent à arracher les pages. Elles déchirèrent la page de garde, puis la page 1, puis la 2. « Imbécile ! Qu'est-ce que vous faites ?» Faber bondit comme si on l'avait frappé. Il se rua sur Montag qui le repoussa, laissant ses mains poursuivre leur tâche. 6 autres pages tombèrent sur le sol. Il les ramassa et en fit une boule sur les yeux de Faber. « Non, non, oh non !» gémit le vieillard. « Qui peut m'arrêter ? Je suis pompier. Je peux vous brûler. » Le vieillard le regarda fixement. « Vous ne feriez pas ça ? » « Je pourrais. » « Le livre, arrêtez de le déchirer.
Faber s'affabla dans un fauteuil, le visage blême, les lèvres tremblantes. N'ajoutez pas à mon épuisement. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'apprendre de vous. Bon. Montag reposa le livre. Il entreprit de déplier le papier froissé et le lissa sous le regard las du vieil homme. Faber secoua la tête, comme au sortir d'un sommeil. Montag, avez-vous de l'argent? Un peu, 4 ou 500 dollars. Pourquoi? Apportez-les. Je connais un homme qui imprimait le bulletin de notre collège il y a 50 ans. C'était l'année où, entamant un nouveau semestre, je n'ai trouvé qu'un seul étudiant pour suivre mon cours sur le théâtre d'Eschyle à O'Neill. Vous voyez, quelle belle statue de glace c'était, à fondre au soleil. Je me souviens des journaux qui mouraient comme des papillons géants. On n'en voulait plus. Ça ne manquait plus à personne. Et le gouvernement, voyons à quel point il était avantageux d'avoir des gens qui ne lisaient que des historiens à base de lèvres passionnées et de coups de poing dans l'estomac, a bouclé la boucle avec vos cracheurs de feu. Du coup, voilà un imprimeur sans travail, Montag. On pourrait commencer par quelques livres, attendre que la guerre disloque le système et nous donne le coup de pouce dont nous avons besoin. Quelques bombes, et dans les murs de toutes les maisons, comme autant de rats en costume d'arlequin, les familles se tairont. Dans le silence, nos apartés auront quelque chance d'être entendus. Ils contemplèrent tous deux le livre posé sur la table. J'ai essayé de me souvenir, dit Montag, mais rien à faire. Le temps de tourner la tête, tout fiche le camp. Dieu que j'aimerais avoir quelque chose à rétorquer au capitaine. Il a assez lu pour avoir réponse à tout, ou pour en donner l'impression. Sa voix est comme du beurre. J'ai peur qu'avec sa laïus, il ne me ramène à la case départ. Il y a seulement une semaine, en faisant cracher le pétrole à ma lance, je me disais Dieu, quelle joie. Le vieil homme hoche la tête. Ceux qui ne construisent pas doivent brûler. C'est vieux comme le monde et la délinquance juvénile. Voilà donc ce que je suis. Nous le sommes tous plus ou moins. Montag se dirigea vers la porte d'entrée. Pouvez-vous m'aider d'une façon ou d'une autre ce soir, quand je serai devant mon capitaine? J'ai besoin d'un parapluie pour me protéger de l'averse. J'ai tellement peur de me noyer s'il me retombe dessus. Le vieillard ne dit rien, mais lança une fois de plus un coup d'œil inquiet vers sa chambre. Montag s'en aperçut. Alors? Le vieillard respira à fond, retint son souffle, puis expira. Nouvelle goulée d'air, les yeux fermés, les lèvres serrées. Puis il lâcha. Montag. Enfin il se détourna et dit « Venez, j'allais bel et bien vous laisser partir. Je ne suis qu'un vieux trouillard. » Faber ouvrit la porte de la chambre et fit pénétrer Montag dans une petite pièce où se dressait une table chargée d'outils et de tout un fouillis de fils microscopiques, minuscules rouleaux, bobines et cristaux. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda Montag. « La preuve de mon effroyable lâcheté. Il y a tellement d'années que je vis seul, à projeter des images sur les murs de mon imagination. Les petits bricolages auxquels se prêtent l'électronique et la radiodiffusion sont devenus mon dada. Ma lâcheté est une telle passion, en plus de l'esprit révolutionnaire qui vit dans son ombre, que j'ai été forcé d'inventer ceci. » Il ramassa un petit objet de métal vert, pas plus gros qu'une balle de calibre 22. « J'ai dû payer tout ceci... Comment ? Ah, en jouant à la bourse, bien sûr. Le dernier refuge au monde pour les dangereux intellectuels sans travail. Oui, j'ai joué à la bourse, construit tout ça et attendu. Attendu en tremblant, une moitié de vie durant que quelqu'un m'adresse la parole. Je n'osais parler à personne. Ce jour-là, dans le parc, quand nous nous sommes assis côte à côte, j'ai su qu'un jour ou l'autre, vous vous manifesteriez à nouveau. En ami ou en incendiaire. C'était difficile à prévoir. Ce petit appareil est prêt depuis des mois, mais j'ai failli vous laisser partir, tellement j'ai peur. On dirait un coquillage radio. Et plus encore, celui-ci écoute. Si vous le placez dans votre oreille, Montag, je peux rester tranquillement assis chez moi, à réchauffer ma carcasse percluse de peur, et écouter et analyser l'univers des pompiers. Découvrir ses points faibles, sans courir le moindre danger.
Je suis la reine des abeilles, en sécurité dans la ruche. Vous serez l'ouvrière, l'oreille voyageuse. À la longue, je pourrai déployer des oreilles dans tous les quartiers de la ville, avec diverses personnes pour écouter et évaluer. Si les ouvrières meurent, je continue d'être en sécurité chez moi, soignant ma peur avec un maximum de confort et un minimum de risque. Vous voyez comment je suis prudent, et combien je suis méprisable. Montag inséra la balle verte dans son oreille. Le vieil homme enfonça un objet similaire dans la sienne et remua les lèvres. Montag. La voix résonnait dans la tête de Montag. Je vous entends. Donc, je vous entends. Le vieillard se mit à rire. Je vous reçois parfaitement moi aussi. Faber parlait tout bas, mais sa voix restait claire dans la tête de Montag. Allez la caserne à l'heure fixée, je serai avec vous. Nous écouterons ensemble ce capitaine Beatty. Il pourrait être des nôtres, qui sait. Je vous dicterai vos réponses. Nous lui ferons un numéro de première. Me détesterez-vous pour ma lâcheté électronique? Me voilà à vous expédier dans la nuit, pendant que je reste à l'arrière avec mes maudites oreilles en train de guetter votre arrêt de mort. Chacun fait ce qu'il peut. Montag passa la Bible entre les mains de Faber. Tenez, je tâcherai de rendre un autre livre à la place, demain. Je verrai cet imprimeur au chômage. Ça, au moins, j'en suis capable. Bonsoir, professeur. Non, pas bonsoir. Je ne vous quitterai pas de la nuit. Je vous chatouillerai l'oreille comme un moustique quand vous aurez besoin de moi. Mais bonsoir, et bonne chance quand même. La porte s'ouvrit et se referma. Montag se retrouva dans la rue sombre à contempler le monde. Cette nuit-là, on sentait la guerre imminente dans le ciel, à la façon dont les nuages s'écartaient pour revenir aussitôt, à l'éclat des étoiles qui flottaient par milliers entre les nuages comme des yeux ennemis, à l'impression que le ciel allait tomber sur la cité, la réduire en poussière, et la lune exploser en un rouge embrasement. Tel est le sentiment que donnait la nuit. Montag s'éloigna du métro avec l'argent dans sa poche. Il était passé à la banque, dont les guichets automatiques restent ouverts en permanence. Et tout en marchant, il écoutait le coquillage qu'il avait dans l'oreille. Nous avons mobilisé 1 million d'hommes. Une victoire éclair nous est acquise si la guerre éclate. Un flot de musique submergea aussitôt la voix. 10 millions d'hommes mobilisés, murmura la voix de Faber dans son autre oreille. Mais on en annonce qu'un. C'est plus plaisant. Faber? Oui. Je ne pense pas par moi-même. Je fais simplement ce qu'on me dicte, comme toujours. Vous m'avez dit d'aller chercher de l'argent et j'y suis allé. L'initiative n'est pas vraiment venue de moi. Quand commencerai-je à agir de mon propre chef? Mais vous avez déjà commencé en disant ce que vous venez de dire. Il faudra me croire sur parole. Les autres aussi, je les ai crus sur parole. Oui, et regardez où ça nous amène. Pardon. Merci, oui, tu as raison. Je vais rester concentré sur ma respiration, là je bug un peu. Vous avez déjà commencé en disant ce que vous venez de dire. Vous avez déjà commencé en disant ce que vous venez de dire. Il faudra me croire sur parole. Et les autres aussi, je les ai crus sur parole. Oui, et regardez où ça nous mène. Il vous faudra avancer à l'aveuglette pendant quelque temps encore. Vous avez mon bras pour vous raccrocher. Je ne veux pas changer de camp pour continuer à recevoir des ordres. Il n'y a aucune raison de changer si c'est comme ça. Mais vous voilà déjà fort avisé. Montag sentit ses pieds qui l'entraînaient sur le trottoir en direction de sa maison. Parlez-moi encore. Vous voulez que je vous fasse la lecture? Je ferai en sorte que vous puissiez mémoriser. Je ne dors que 5 heures par nuit, mais je n'ai rien d'autre à faire. Alors si vous voulez, je vous ferai la lecture pendant votre sommeil. Il paraît qu'on retient dans les informations même quand on dort, si quelqu'un nous les murmure à l'oreille. D'accord. Tenez. De l'autre bout de la ville, plongé dans la nuit, lui parvint le bruissement infime d'une page tournée. Le livre de Job. La lune monta dans le ciel, tandis que Montag allait, les lèvres animées d'un mouvement à peine perceptible. À 9 heures du soir, il était en train de prendre un dîner léger quand la porte d'entrée appela dans le couloir. Mildred se rua hors du salon comme un autochtone fuyant une éruption du Vésuve.
Mademoiselle Phelps, Mademoiselle Brown, Bowles, je ne sais pas, franchirent le seuil et disparurent dans la gueule du volcan, des martinis à la main. Montag s'arrêta de manger. Elle ressemblait à un monstrueux lustre de cristal tintant sur 1000 tonalités. Il vit leur sourire de chat de Cheshire s'imprimer, flamboyant sur les murs de la maison. Et voilà qu'elle criait à tue-tête pour se faire entendre dans le vacarme général. Montag se retrouva à la porte du salon, la bouche pleine. On dirait que ça va bien pour tout le monde. Ça va bien. Tu as une mine superbe, Millie. Superbe. Tout le monde a l'air en super forme. En super forme. Immobile, Montag les observait. Patience, murmura Faber. Je ne devrais pas être ici, dit Montag entre ses dents, presque pour lui-même. Je devrais être en route pour chez vous avec l'argent. Demain suffira. Prudence. Cette émission n'est-elle pas merveilleuse s'écria Mildred. Une merveille. Sur l'un des murs, une femme souriait tout en buvant du jus d'orange. Comment peut-elle faire les deux à la fois songea absurdement Montag. Sur les autres murs, une radioscopie de la même femme permettait de suivre, de contraction en contraction, le trajet de la boisson rafraîchissante jusqu'à son ravissant estomac. Brusquement, la pièce s'envola dans les nuages à bord d'une fusée, puis plongeant dans une mer de verre absinthe où des poissons bleus dévoraient des poissons rouges et jaunes. 1 minute plus tard, 3 clowns blancs de dessin animé se mirent à s'amputer mutuellement sous d'énormes vagues de rire. Encore 2 minutes, et la pièce se trouva catapultée hors de la ville, devant une piste où des jet-cars tournaient à toute allure en se percutant à qui mieux. Montag vit nombre de corps voler en tous sens. On dirait les tendances YouTube. Millie, tu as vu ça? J'ai vu. Montag glissa une main à l'intérieur du mur et actionna l'interrupteur. Les images se résorbèrent comme de l'eau s'échappant d'une gigantesque bocale de poissons surexcités. Les 3 femmes se retournèrent lentement et regardèrent Montag avec une irritation non dissimulée, qui céda pas à de l'aversion pure et simple. Quand pensez-vous que la guerre va éclater? Lança-t-il. Je remarque que vos maris ne sont pas là ce soir. Oh, ils vont et viennent, dit mademoiselle Phipps. On voit Finnegan de temps en temps. L'armée a appelé Pitt hier. Il sera de retour la semaine prochaine, c'est ce qu'on lui a dit. Une guerre éclair, 48 heures d'après eux. Et tout le monde rentre chez soi. C'est ce qu'on dit dans l'armée. Une guerre éclair. Pitt a appelé hier et on lui a dit qu'il serait de retour la semaine prochaine. Une guerre éclair. Les 3 femmes s'agitaient et jetaient des regards inquiets vers le mur vide, couleur de boue. Oh, je me frappe pas, répondit madame Phelps. Je laisse ça à Pitt. Elle gloussa. Je laisse ce vieux Pitt s'en faire pour nous deux. Moi non, je ne me fais pas de soucis. Ah. Oui, dit Millie. Laissons ce vieux Pitt se faire du souci tout seul. C'est toujours les maris des autres qui y restent, à ce qu'il paraît. J'ai entendu ça, moi aussi. Je n'ai jamais connu personne qui soit mort à la guerre. En se jetant du haut d'un immeuble, oui, comme le mari de Gloria la semaine dernière, mais à la guerre, personne. Jamais la guerre, acquiesça madame Phelps. De toute façon, Pete et moi avons toujours été d'accord. Pas de larmes, rien de tout ça. C'est notre 3e mariage à chacun, et nous sommes indépendants. Restons indépendants. C'est ce que nous avons toujours dit. Si je me fais tuer, m'a-t-il dit, continue comme si de rien n'était et ne pleure pas. Remarie-toi et ne pense pas à moi. À propos, lança Mildred, vous avez vu Clara Dove, ce téléroman de 5 minutes hier soir? C'est l'histoire d'une femme qui... Sans rien dire, Montag contemplait les visages des 3 femmes comme s'il avait regardé les visages de saints dans une étrange église où il était entré quand il était enfant. Je le refais. Sans rien dire, Montag contemplait les visages des 3 femmes comme il avait regardé les visages des saints dans une étrange église où il était entré quand il était enfant. Les têtes de ces personnages vernissés ne signifiaient rien pour lui, mais il était resté là un long moment à leur parler, à s'efforcer d'appartenir à cette religion, de savoir en quoi elle consistait, d'absorber dans ses poumons, donc dans son sang, assez de cet encens âpre et de cette poussière particulière à l'endroit pour se sentir touché et concerné par la signification de ces hommes et de ces femmes coloriées, aux yeux de porcelaine et aux lèvres vermeilles. Mais il n'avait rien éprouvé.
Rien du tout. C'était comme déambuler dans un nouveau magasin, où son argent n'avait pas cours, où son cœur était resté froid, même quand il avait touché le bois, le plâtre et l'argile. Il en était de même à présent, dans son propre salon, avec ses femmes qui se tortillaient dans leurs fauteuils, allumaient des cigarettes, soufflaient des nuages de fumée, tripotant leurs longs cheveux recuits et examinaient leurs ongles flamboyants, comme s'ils avaient pris feu sous son regard. La hantise du silence gagnait leurs traits. Elles se penchaient en avant au bruit que fit Montag en avalant sa dernière bouchée. Elles écoutèrent sa respiration fiévreuse. Les trois murs vides de la pièce évoquaient les fronts pâles de géants plongés dans un sommeil sans rêve. Montag eut l'impression que si l'on touchait ces trois fronts hébétés, on sentirait une fine pellicule de sueur au bout des doigts. Cette transpiration se joignait au silence et au tremblement imperceptible du milieu en blanc. Et ces femmes, qui se consumaient d'anxiété, d'un moment à l'autre allaient émettre un long sifflement crachotant et explosé. Montag remua les lèvres. Et si nous bavardions un peu? Les femmes sursautèrent et ouvrirent de grands yeux. Comment vont vos enfants, madame Phelps demanda-t-il. Vous savez bien que je n'en ai pas. Dieu sait qu'aucune personne sensée n'aurait d'idée d'en avoir, s'emporta madame Phelps, sans très bien savoir pourquoi elle en voulait à cet homme. Oh, je ne suis pas de cet avis, dit madame Bowles. J'ai eu 2 enfants par césarienne. Inutile de souffrir le martyre pour avoir un bébé. Les gens doivent se reproduire, n'est-ce pas? La race doit se perpétuer. Et puis il arrive que les enfants vous ressemblent, et c'est bien agréable. 2 césariennes, et le tour était joué, je vous le garantis. Oh, mon docteur m'a bien dit. Pas besoin de césarienne, vous avez le bassin qui convient, tout est normal. Mais j'ai insisté. Césarienne ou pas, les enfants sont ruineux. Et vous n'avez plus votre tête à vous, rétorqua madame Phelps. Ah, je bazarde les enfants à l'école 9 jours sur 10. Et je n'ai à les supporter que 3 jours par mois à la maison. Ce n'est pas la mer à boire. On les fourre dans le salon et on appuie sur le bouton. C'est comme la lessive. On enferme le linge dans une machine et on claque le couvercle. Madame Bowles laissa échapper un petit rire niais. C'est qu'il me flanquait des coups de pied aussi bien qu'il m'embrasserait. Dieu merci, je sais me défendre. Les 3 femmes s'exclafèrent, exposant leur langue. Mildred resta un moment tranquille, puis, voyant Montag toujours debout sur le seuil, battit des mains. Et si nous parlions politique, pour faire plaisir à Guy? Ah, bonne idée, dit madame Bowles. J'ai voté aux dernières élections, comme tout le monde. Et je n'ai pas caché que c'était pour le président Noble. Je crois que c'était l'un des plus beaux présidents que nous ayons jamais eus. Il faut dire que celui qui présentait contre lui... Ah, ça, il n'avait rien de terrible. Le genre course sur pattes, aucun charme, l'air de ne pas savoir se raser ni se coiffer correctement. On dirait Macron et Mélenchon. Quelle idée ont eu les autres de le présenter? On ne présente pas un abo pareil contre un grand gaillard. Et puis il parlait entre ses dents, la moitié du temps. Je n'entendais pas un mot de ce qu'il disait. Et les mots que j'entendais, je ne les comprenais pas. Et bedonnant avec ça, et pas fichu de s'habiller de façon à dissimuler son embonpoint. Ah, pas étonnant que Winston Noble, ait remporté une victoire écrasante. Même leurs noms ont joué. Comparez 10 secondes. Winston, Winston Noble et Hubert Hogg. Et vous pourrez presque prévoir le résultat. Bon sang, s'écria Montag. Qu'est-ce que vous savez de Hogg et de Noble? Ils étaient sur ce mur il n'y a pas 6 mois. Et il y en avait un qui n'arrêtait pas de se curer le nez. Ça me mettait hors de moi. Voyons, monsieur Montag, dit madame Phelps. Voudriez-vous que nous votions pour un type pareil? Un large sourire éclaira le visage de Mildred. Ne restez pas là planté à la porte, Guy, et ne nous mets pas les nerfs en pelote. Mais Montag avait déjà disparu pour revenir un instant après. Un livre à la main. Guy! Au diable tout ça! Au diable tout ça! Qu'est-ce que vous tenez là? N'est-ce pas un livre? Je croyais que tout ce qui était formation spéciale se faisait par film aujourd'hui. Madame Phelps battit des paupières. Vous potassez les aspects théoriques du métier de pompier? Merde à la théorie, dit Montag. C'est de la poésie. Bon, je pense qu'on peut arrêter là.
Et B, ça va bientôt faire 1 heure. Pouf, vous êtes toujours là? Dites-moi. Alors, je vous lis. Macron-Mélenchon. Mais oui, le côté... salut, oui, bah, Laurent, t'es toujours là. Euh, on est à... Mais oui, non mais là, c'est dingue, regardez. Donc le côté, la superficialité de la politique, juste le côté, regardez, il y a Winston Noble, beau gosse, qui présente bien avec un nom qui claque, et c'était quoi? C'était Robert Hubert Haug. Haug, en fait, il y a une note de bas de page, c'est pour ça que j'ai bugué. Hubert Haug, qui est... oui, Hubert Haug, qui est... Haug, en fait, ça fait penser à Hog, porc, en... euh, oui, oui, mais c'est... Donc Hog qui fait penser à porc. Donc voilà, ça c'est le résumé de la politique dans le monde de Fahrenheit 451, c'est ce côté ridicule de... superficiel, c'est un jeu. C'est un jeu, voilà, avec un gentil, un méchant, vous votez pour le gentil, quoi. Et, et oui, vous avez... ça vous est déjà arrivé, ce genre de scène où vous êtes à un repas et ça s'échange que des banalités, des choses ridicules, des trucs qu'on a entendus 50 fois, et vous avez envie de secouer les gens qui sont à table en leur disant mais dis quelque chose de vrai, dis quelque chose d'authentique, et qu'il ne faut que recracher ce qu'ils ont vu à la télé ou dans la dernière série. Donc là voilà, c'est le bal des vampires. Ce sont des... Ils sont pas vivantes, ces femmes, elles sont... Enfin, elles sont vivantes, mais elles ont pas de vie propre. Et c'est pour ça que ce moment est très fort, hein. Bon, je vous le coupe un peu en plein milieu là, parce que moi, en fait, je commence à piquer du nez, je suis épuisé. Oui, les enfants. Les enfants, quoi. Alors, la première qui dit je veux pas d'enfants, les enfants c'est con, en plus on se déforme, quoi. Euh, donc les enfants sont cons, j'en veux pas. L'autre qui dit non, non, c'est bien, j'en ai eu 2 par césarienne, on sent rien, après on les bazarde à l'école, euh, ils pourraient vous mettre des coups de pied. Y a pas de. Ou alors, et l'autre là qui parle de son mari qui va faire la guerre, on s'en fout, le mec meurt, c'est pas grave, tu te remaries, pas de larmes, pas d'attachement, pas de. Y a rien de. En fait, c'est un monde totalement superficiel, complètement déprimant et qui sous plusieurs aspects nous rappelle le nôtre. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils sont superficiels, mais du coup ils sont tellement lourds. Alors que Montag apparaît comme lourd en fait. C'est lui qui est relou. C'est le relou, celui qui veut parler politique, celui qui veut parler de choses sincères. Et c'est triste pour lui, quoi. C'est vraiment malheureux là de ne pas arriver. Enfin, moi, je me sens pas mal en résonance avec Montag, hein. Voilà. Bon, je vais me coucher. Je travaille tôt demain. Je me lève tôt. Merci d'avoir été là. Même merci du mec qui a mis un pouce rouge. C'est pas grave. Je me mets un pouce bleu moi-même. Voilà, je me mets un pouce bleu. Euh, et je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente nuit. Longue vie et prospérité. Ah! Ah, mais j'arrivais à le faire avant. Longue vie et prospérité. Je vous dis à la semaine prochaine. Je tenterai je tenterai de durer plus longtemps la semaine prochaine. Ce qu'elles disent toutes. Euh, euh, Bonne nuit. Prenez soin de vous. Ciao.